Salut à tous, les gones, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour le débrief du match entre l'OL et la JOCR. Match nul de partout et des points perdus encore en route bêtement par nos joueurs. C'est un petit peu le constat depuis la reprise de la Ligue 1. On n'arrive pas à être sur du long terme régulier et à asseoir une emprise sur la Ligue 1. On n'y arrive pas, on est toujours à la merci d'une rechute, d'un match nul contre Auxerre, d'une défaite idiote et folle contre l'OM, par exemple, des points perdus bêtement au fil des matchs qui font que, voilà, on est maintenant, je crois, 7ème dans mon souvenir, et on n'arrive pas à toucher du doigt ce top 4. On n'est pas loin, mais en même temps, il y a tout le temps une petite marche qu'on n'arrive pas à franchir, un step qu'on ne dépasse pas, malheureusement. C'est un petit peu la morale, je dirais, après 9 matchs de Ligue 1, soit environ 25% de la saison qui est jouée. Mine de rien, ce n'est pas rien. Et après 9 matchs de Ligue 1, donc un quart de la Ligue 1 jouée par l'OL, on a déjà un petit peu une tendance forte de ce que vaut l'équipe, de ses qualités, ses défauts, points forts et faibles. On sait maintenant ce que l'on vaut, en tout cas à l'instant T. Et le bilan est clair, c'est qu'on est une bonne équipe de foot, on a de bons joueurs de foot, mais il manque un petit truc pour être une équipe vraiment naturellement crédible pour le top 4. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce, au petit like, aux commentaires, c'est super important, ça me fait très très plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point c'est gratifiant de voir un nombre d'interactions, de commentaires bienveillants, sympas, positifs, des likes posés par centaines. Ça fait chaud au cœur, ça fait super plaisir. Donc par avance, merci beaucoup les amis. Et on commence tout de suite par le thème numéro 1 de la vidéo, l'histoire du match. À quel match a-t-on assisté contre la JOCR? Un match qui était pour l'OL amené en 4-3-3, 4-1-4-1 comme dirait le coach Pierre Sage, avec une ligne de 4 relativement classique, même si à droite Koumbedi venait suppléer Maitland-Niles laissé au repos, en tout cas sur le banc au début du match, un milieu à 3 dans lequel venait refaire son retour Matic, plus Tessman qui enchaîne après son match contre Beşiktaş. Tolisso était laissé lui aussi au repos, et devant une ligne de 3, Fofana, Mikotadze qui enchaîne lui aussi, qui joue notamment en Ligue 1 et qui met un doublé super important, et à droite, un certain Saïd Benrahma. Donc une compo qui n'était pas non plus déconnante en soi, même si il y a un vrai débat dont on parlera après. Est-ce qu'il fallait prioriser Beşiktaş par rapport à Auxerre en termes de turnover? C'est un vrai débat, une vraie question. Certains ont pu dire sur les différents réseaux après match que le coach avait fait un choix responsable et coupable entre guillemets de faire tourner l'effectif contre la JA. C'est une vraie question. J'avoue que moi, je partais plus du principe que le match de Ligue 1 était la priorité absolue, parce qu'il faut en Ligue 1 gagner et montrer qu'on est de retour pour être un candidat crédible au top 4. Ça a été pensé différemment par le staff. Là, je ne discute pas, c'est un choix de staff et du coach qui a sa logique aussi. Je peux comprendre qu'en Europa League, tu voulais contre Beşiktaş à domicile mettre une grosse équipe pour prendre 3 points et peut-être dès ce match-là être qualifié pour les phases d'élimination. Mais en tout cas, en Ligue 1, tu joues un match contre la JA qui est difficile parce que eux aussi jouent leur peau, le maintien c'est pas facile non plus, donc ils veulent des points impérativement et ils ont joué crânement leur chance parce qu'on leur a laissé en fait l'espoir de prendre des points. Donc 4-3-3 qui au cours du match se déforme, devient un 3-4-3 comme vous le savez, c'est maintenant une coutume sous Pierre Sage, avec des joueurs qui peuvent occuper des postes hybrides, là encore pas de nouveauté. Je vous mets à l'écran un petit screen pour l'illustrer en début de match, on voit clairement qu'on est en 3-4-3, avec des joueurs qui ont eu des positions assez surprenantes parfois. Exemple ici à l'écran, on voit clairement que Tagliafico sur plusieurs séquences de jeu était littéralement attaquant gauche, Fofana piston gauche, Koumbedi piston droit, et nos deux relayeurs Verretou plus Tessman relativement haut qui venaient accompagner et soutenir Georges Mikotadze. Un match qui dans l'ensemble était relativement terne de la part de l'OL, alors pas une catastrophe c'est vrai, mais un match terne au cours duquel on a fait trop peu techniquement, trop peu dans l'intention de faire mal aux Auxerrois, et ça on l'a payé en fait, parce qu'on avait fait un match, je dirais, voilà, c'est pas non plus un match déconnant, c'est un match sérieux mais terne, sans relief, voilà, un match sans relief, au cours duquel on avait une emprise technique très relative, très relatif, pour ne pas dire contesté par les Auxerrois par séquence. Un match voilà, qui aurait dû être géré différemment, avec plus d'intention de porter le ballon vers l'avant, de faire mal par la course, par l'effort. Et trop souvent, j'ai trouvé qu'on avait été vraiment scolaire. C'est un petit peu le retour sur ce match-là de l'OL prévisible, l'OL scolaire que j'ai longtemps déploré en débrief de match en vous disant les gones, ça me plaît pas de voir l'OL qui prend aussi peu d'initiative, un OL qui joue platement, latéralement, à droite, à gauche, et qui n'arrive pas dans le cœur du jeu à créer de vraies différences. Et là, on l'a un petit peu revu contre Auxerre hier, donc ce dimanche, et
Pour moi, c'est un petit peu la conséquence aussi des choix faits par le staff et par le coach. Quand tu retires de l'équation Cherki, qui est peut-être le seul joueur qui peut prendre le ballon, être créatif, faire une différence du droit à du gauche par la passe, l'intuition, quand tu le retires, tu as non plus un Noël inspiré, et certes, parfois un petit peu, il faut le dire aussi, c'est un petit peu le revers de la médaille déséquilibré, mais tu as un Noël qui est scolaire, prévisible, lent, un Noël plan-plan, et durant 1h30, on a eu un Noël plan-plan qui s'est créé très très peu d'occasions. D'ailleurs, les stats du match sont très révélatrices. On a en termes d'expected goal 1,87 expected goal pour l'OL et 1,55 pour la GIA, donc c'est relativement équilibré. Le 2-2 est largement logique. Et en termes de tirs pour les deux côtés, nous 12 tirs et la GIA 19 tirs, donc ils ont plus tiré que nous. Et en termes d'expected goal, ce n'est pas non plus déconnant de voir un match se finir par un score de 2 partout, un point qui me paraît logique, et même, on peut aller plus loin, sans un Lucas Perry, encore une fois, décisif, avec des parades, franchement, c'est magnifique. De voir un géant comme ça qui se déploie, qui sort une balle en pleine lucarne, c'est juste dingue et beau à voir. Et sans Lucas, je pense qu'on peut perdre le match. Il y a pas, si à la fin du match, il y a 3-2 pour la GIA sur un but d'Ahmed Traoré, je pense qu'on n'est pas nombreux à dire c'est un scandale, etc. Non, je pense que c'est pas du tout scandaleux. La GIA a fait son match et ils ont mis en place une recette toute simple que beaucoup de clubs en Ligue 1 font bien souvent, un bloc compact, dense, qui joue du 1 contre 1 dans le cœur du jeu, qui vient harceler Verretou, Tessman. Et quand tu as dans le cœur du jeu deux joueurs côté OL que sont Verretou et Tessman, qui ne sont pas des relayeurs purement offensifs, tu as plein de limites et de carences qui sautent évidemment aux yeux. Et quand en plus il faut ajouter le facteur malchance, vidéo gag, but demandé de la tête, but d'une frappe contrée, petit filet, voilà, c'est tout, c'est typiquement, c'est Sceaux Olympique Lyonnais. Ce joueur que l'on vend à un club de Ligue 1, qui revient chez nous les dents jusque-là, qui vont rayer le parquet, qui te met un doublé sorti de nulle part. Autant le but de la tête, bon, c'est un joli but, belle détente, bon coup de casque, magnifique, rien à dire. Mais le but sur la frappe contrée, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et ça, c'est le foot qui veut ça, c'est impondérable. Souvent, je le dis en vidéo, c'est un sport qui n'est pas une science exacte. On peut très bien être techniquement plus fort, mais quand tu laisses le temps, l'espoir et la chance de croire aux Auxerrois de prendre des points chez nous, t'es pas à l'abri d'une frappe contrée, d'un but gaguesque, d'une transition, t'es pas à l'abri. Et ça, c'est vraiment le gros défaut qu'on évoquera après en deuxième point, c'est qu'en fait, on n'a pas une équipe de tueurs, quoi. On a une équipe de bons garçons, de gentils garçons, de gentlemen, mais pas de tueurs à gages. Et malheureusement, tu laisses trop souvent, contre Beşiktaş, contre l'OM, contre Lens, contre la GIA, contre Rennes aussi, tu laisses trop de chance aux équipes d'en face de croire en leur destin. Point positif du match, c'est ce doublé de Mikotadze qui me fait très plaisir pour lui parce qu'il a été beaucoup critiqué, pas tout le temps, de façon très méritée, justifiée, parce que, ok, il ne statait pas, mais est-ce qu'un numéro 9 doit impérativement se résumer à des stats, des buts marqués? Je ne pense pas, le foot est bien plus vaste que ça, et dans le cas de Mikotadze, quand il rentre en jeu, on a affaire à un joueur qui fait des mouvements, qui décroche, qui contribue au jeu, bref, il ne se cache pas. Alors oui, il manquait le but, il manquait les stats, mais après, voilà, dans le contenu de ce qu'il faisait chez nous, c'était loin des bilans alarmistes que j'ai pu lire ci et là, et son doublé me fait très plaisir. Un penalty qu'il met, alors il a un petit peu vaincu le signe indien du péno contre Rennes qu'il avait raté en début de saison. Là, il le tire, en plus, il le tire très mal, plein axe, très mou, mais on s'en fout, il le met au fond, c'est le principal. Et son deuxième but, là, par contre, c'est un but de numéro 9 qui sent les coups, qui est bien placé, qui sent le très bon sens de Benrahma, et qui met une tête croisée, magnifique petit filet, c'est imparable. Bravo à Mikotadze, et j'espère vraiment que ça pourra lancer enfin sa saison en Ligue 1 et à l'OL, et qu'il pourra un petit peu comme le ketchup, comme dirait Ronaldo, marquer non plus 1, 2, mais 5, 10 buts sur les prochaines semaines qui vont se profiler pour nous. Thème numéro 2, quels sont en fait les problèmes de l'OL? Parce que là encore, ce match-là, pour moi, il est, je pense, à lui seul, une vraie leçon, un révélateur de ce qui ne va pas à l'OL. Parce qu'on a beaucoup de défauts qui, fréquemment, refont surface. On pense qu'ils sont dissipés, qu'ils ont disparu. En fait, non. Parce que l'OL reste avant tout une équipe naïve, défensivement et offensivement. Et on voit, durant les matchs, revenir par séquences, plus ou moins longues, des défauts très marqués, parmi lesquels, dans le cœur du jeu, un manque de créativité. Et là, je le dis franchement, pour moi, l'absence de Cherki, c'est terrible à dire, mais je pense qu'on est maintenant, on a presque une forme de dépendance technique en termes de foot à Ryan Cherki. Parce qu'en termes de création, il est peut-être dans l'effectif l'un des seuls, si ce n'est le seul joueur qui peut dans le cœur du jeu prendre le ballon et débloquer quand c'est un petit peu serré, tendu dans le money time. C'est lui, il a ça, il a ce truc-là en lui, il a le sang-froid pour créer de vraies différences en espace très réduit. Et là encore, hier, on l'a vu,
Auxerre, plan stratégique, tactique ultra basique, 5-4-1, bloc compact, assez bas, groupé, on va attendre et se projeter en transition rapide sur des joueurs qui prendront l'espace devant assez rapidement. Plan basique qu'on a vu des dizaines de fois en Ligue 1 contre nous, c'est très fréquent, 3 matchs sur 4 seront comme ça pour nous en Ligue 1, et là hier on s'est heurté à un mur, parce qu'on a été très très peu dangereux, match comme je le dis très scolaire, très plan-plan, très prévisible, et c'est un vrai défaut du match. Malheureusement, il nous manque ce profil dans le cœur du jeu créatif qui peut créer une différence du droit, du gauche par l'inspiration, on ne l'a pas. Et on a vu hier un Noël qui, techniquement, était vraiment trop scolaire. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont propres, mais pas brillants. Des joueurs qui sont de bons garçons, mais qui n'ont pas ce petit truc en plus, supplément d'âme, pour aller faire une différence, provoquer la chance et forcer le destin. On ne l'a pas, et ça a manqué vraiment hier. D'ailleurs, si on prend un petit peu la compo avec ballon, le 3-4-3 qui s'est animé, il y a vraiment, clairement, je le mets à l'écran en zone hachurée en rouge, il y a une zone qui est une zone non occupée hier par l'OL. Un peu un no man's land avec des joueurs qui sont autour mais pas dedans. On avait entre Mikotadze et nos deux relayeurs une zone qui était très peu occupée. On n'a pas de profils qui peuvent, comme je vous l'ai dit, dos au jeu, être rapide, fluide techniquement pour pouvoir se retourner, faire une différence. On n'a pas ces profils qui sont tellement importants pour déséquilibrer un bloc compact, groupé. On ne les avait pas hier, ou alors ils sont rentrés tardivement au cours du match. Quand on a une équipe comme l'AGIA qui vient en bloc groupé, très compact, on connaît leur plan. On sait ce qu'ils veulent faire ou ne pas faire avec le ballon ou sans le ballon, peu importe. On sait quel est leur plan de jeu. Tu n'as pas 10 000 solutions. Le foot, quand il est tellement compact, resserré, groupé, avec 2 blocs de 11 qui se jouent sur quasiment 30 mètres de large ou de long, il te faut ces joueurs qui peuvent, par l'inspiration, par la qualité du geste, par une touche de balle, par un jeu plus rapide, plus senti, plus inspiré, il te faut ces profils qui vont créer une vraie différence. Hier, on ne l'a pas eu. On avait un milieu à 3 qui était, pour moi, très scolaire et qui pose une question dans ce thème 2 de la vidéo, c'est ce milieu Matic, point de basse, Verretou, Tessman, pour moi, il n'est pas complémentaire. Il te manque des profils qui peuvent, dos au jeu, être plus forts, parce que Tessman, il est très lent, il est très lourd, alors il a un bon pied droit, un pied gauche très correct aussi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est un bon joueur de foot, mais quand il faut se projeter vers l'avant, on n'a pas affaire à un joueur qui est fluide dans l'ultime tiers du camp adverse, c'est un joueur qui doit être face au jeu, c'est un joueur à qui il faut du temps pour se bouger, pour voir le jeu devant lui, mais quand il est dos au jeu, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce qu'il n'a pas cette qualité de, je dirais, morphologique, de mécanique physique pour se retourner vite et pouvoir sur un petit crochet, un petit contrôle orienté faire une vraie différence. Il l'a pas. Et d'ailleurs, beaucoup disent que c'est un relayeur. Non, pour moi, ce n'est pas un relayeur. À Venise, il était en 4-3-3 pointe basse, un petit peu en joueur de contrôle numéro 6 qui va distiller les ballons droite-gauche, mais voilà, pas plus, quoi. C'est un joueur qui peut aussi se projeter vers l'avant, il sait le faire, c'est vrai, mais attention, projection ne signifie pas non plus relayeur. On n'a pas affaire à un joueur qui peut être à l'aise dans le camp adverse et faire de vraies différences balle au pied. Et là, hier, on l'a vu, voilà, il est pas forcément à l'aise quand il faut être bloc très très haut, porté dans le camp adverse et se retourner rapidement. C'est pas son style de jeu. Et Verretou, pareil, c'est pas le joueur qui est le plus à l'aise pour être très très haut sur le terrain, se retourner et créer une différence. C'est pas son style de jeu. Lui, il faut le voir plus bas pour contribuer au jeu, laver les ballons, fluidifier le jeu, un peu comme Tessman en fait. On a des profils qui sont très très proches et qui, en termes de jeu, de foot pur, ne sont pas très complémentaires. Voilà, on a des profils trop proches qui parlent un football relativement, alors pas identique, mais assez similaire. Et Matic, idem. En fait, Matic, Tessman, Verretou, c'est beaucoup trop lent et pas assez inspiré dans le camp adverse. Autre question aussi qui m'a beaucoup interpellé au cours du match, et pas que, ça fait quelques temps que c'est un petit peu le cas avec les matchs de l'OL, c'est le coaching de Pierre Sage, parce que certains ont dit coaching perdant, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ce n'est pas un coaching gagnant. En fait, depuis quelques matchs, donc Beşiktaş et là aussi l'AGIA Auxerre, le coaching ne change pas la donne du match, il ne change pas la dynamique du match. Et même pire, parfois, ce coaching contribue à enrayer une forme de dynamique. On n'arrive pas à trouver un petit sursaut, ce rebond qui peut faire la différence dans l'ultime demi-heure du match. Et ça, c'est un point qui se répète depuis quelques temps sous Pierre Sage. On a pour moi plutôt affaire à un coaching non pas d'utilité par rapport au match, donc de profils qui peuvent débloquer une situation, mais plus un coaching géré sur l'ego, le statut ou le temps de jeu. Et là, pour moi, ça va à l'encontre de ce qu'est une logique de coaching de match. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point de critique central du coaching de Pierre Sage. En fait, je vois une différence majeure entre Pierre Sage l'an passé et Pierre Sage d'aujourd'hui. L'an passé,
lorsque les matchs étaient plus compliqués à gérer, qu'il fallait changer la donne, changer le monde, comme il dirait en vestiaire, en conférence de match, il avait un choix simple. Il sortait un joueur et il avait un plan clair. Il faisait rentrer Cherki, Fofana comme dynamiteur, comme joueur, comme facteur X qui allait changer le cours du match. Un plan de jeu qui était clair et on avait des joueurs qui, par leur profil, venaient changer le cours du match. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Effectif pléthorique, 28 joueurs sous contrat pro, c'est énorme pour un club comme l'OL. Et sur le banc, des mecs comme Lacazette, comme Tolisso, comme Zaha, comme d'autres que j'oublie, comme Diawara qui ne joue pas, comme Orban, comme d'autres, peu importe, qui ne jouent pas et qui ne veulent qu'une chose, c'est jouer. Et tous ces joueurs comme Mikotadze, Orban, Lacazette, Zaha, Kakré, Tolisso, ils ne veulent qu'une chose, c'est jouer. Ils veulent tous jouer. Et à mon sens, le coaching de Pierre Sage, actuellement, il se base plus sur une gestion des temps de jeu, des statuts, et non pas sur une logique de profil pour aider le match, pour aider à gagner le match. Et ça, c'est un point de critique pour moi très important. On n'a non pas un coaching qui sert le match, mais un coaching qui sert les joueurs. Ça, c'est un petit peu pour moi à l'instant T la limite du coach. Est-ce qu'il est contraint par des logiques qu'on ne maîtrise pas, qui sont extra-sportives, des logiques de vestiaire, de groupe, de dirigeants, de texteurs qui met la pression? J'en sais rien en fait. Moi, je ne suis pas dans le club, je ne suis pas en interne. Mais ce que je vois d'un point de vue extérieur, c'est que dans ce match d'hier, quand Lacazette rentre aux environs de l'heure de jeu, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il est utile de mettre Mikotadze à droite alors qu'il avait été bon dans l'axe? Est-ce qu'il fallait comme ça déséquilibrer l'équipe alors qu'on tenait plutôt bien le match? Je m'interroge un petit peu. Est-ce qu'il y avait une pertinence à ça? Je ne pense pas, et pour moi, ce n'est pas un coaching qui est pensé pour aider l'équipe au cours du match, mais c'est un coaching qui est fait pour penser aux joueurs sur le banc qui pourraient râler peut-être s'ils ne jouaient pas. Et enfin, troisième thème de la vidéo, est-ce que l'OL, oui ou non, est à sa place? Ma réponse, elle est assez ambiguë. J'en ai fait récemment une vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous ai dit, les amis, que pour moi, on était potentiellement un candidat crédible au top 4 en Ligue 1. Et c'est compliqué parce que d'un match à l'autre, mon jugement est un petit peu plus tempéré. Parce que ce contenu contre la JA me fait croire qu'en fait, il y a non pas un groupe, mais il y a un 11 plus 2-3 joueurs sur lesquels il faut impérativement s'appuyer. Et quand tu retires 2-3 joueurs essentiels du 11, malheureusement, tu déséquilibres l'équipe, tu la rends moins forte et tu la rends moins à l'aise techniquement. Ça, c'est un point qui est frappant. C'est pour moi l'une des leçons du match. Quand tu te prives de Cherki, Tolisso, Fofana ou Lucas Perry, qui pour moi sont 3 et 4 éléments vraiment essentiels à l'instant T pour l'OL, le match est plus difficile à gérer. Hier, il manquait Tolisso et Cherki. On l'a vu, en termes de créativité, Cherki, c'est juste essentiel. Et on l'a vu aussi, Tolisso, en termes de projection, d'emprise technique sur le match, de leadership qu'il a tant manqué hier. Pour moi, c'est frappant. Quand tu te prives de ces deux-là, tu as des chances en moins de gagner le match. C'est juste factuel. Parce que oui, je pense qu'on a un peu trop négligé un aspect. En tout cas, un vrai sujet pour l'OL, c'est que oui, on a une belle équipe, on a un bel effectif à l'échelle de la Ligue 1, c'est vrai. Une ligue qui est, je le rappelle, homogène et moyenne, médiocre, pour être sympathique. En Ligue 1, on a un bel effectif, c'est vrai. Mais le 11, qui a tant aussi bien marché récemment contre les Rangers, contre les différents matchs qu'on a fait en Ligue 1, où ça a bien marché pour nous, pour moi, ce 11, il a été bonifié, optimisé, maximisé, embelli par 3 joueurs qui sont dans le cœur du jeu, Cherki, Tolisso, Fofana. Et ça, on l'a pas assez dit, je pense. En fait, on n'a non pas une équipe qui est collectivement très forte, on a une équipe qui est cohérente, qui applique des principes de jeu qui sont clairs, 3-4-3 avec ballon, l'espace qu'on va attaquer en profondeur, ça on le fait très bien, mais surtout on n'a pas assez dit que dans le cœur du jeu, on avait 2-3 éléments forts qui ont largement porté l'équipe, dans des registres différents, dans des profils de jeu différents. Tolisso dans l'emprise technique, Cherki dans l'aspect créatif et différence en 1 contre 1, dans l'inspiration, Fofana pareil, et ça on l'a pas assez dit. Et là pour moi c'est le constat qui est clair, qui frappe aux yeux, c'est que l'OL en Ligue 1, et aussi en Europe évidemment, mais en Ligue 1 surtout, quand on jouera des matchs avec un turnover conséquent, sans Tolisso, Cherki, Fofana, on aura quasiment tout le temps des problèmes. Et surtout, pour répondre à la question, est-ce que oui ou non, on est à la place qu'on l'on mérite, donc environ 6, 7, 8, ma réponse tend plus vers le oui que vers le non, parce que depuis la reprise de la Ligue 1, depuis maintenant 9 matchs, donc un quart de la saison en Ligue 1, il y a un constat qui est clair, c'est qu'on perd bêtement des points. On égrène trop de points perdus stupidement, bêtement,
contre des équipes qui sont largement dans nos cordes. Auxerre, Rennes, récemment, Marseille, Lens, des matchs qu'on aurait dû gagner, parfois sans le style, c'est vrai, mais à l'arrache, on aurait pu aussi le faire, parce qu'il nous manque ce truc en plus pour aller forcer le verrou, forcer le destin, prendre les points quand il le faut, et on l'a pas, et même pire que ça, offensivement, on est naïf, défensivement, on est aussi naïf, c'est un point qui est... Là encore, je me répète match après match, mais c'est frappant contre la Auxerre, contre l'OM, les transitions à 10 contre 11, contre l'OM, là encore, lamentable, on est fragile, on est naïf, et on n'arrive pas, dans ces matchs, à la maison en plus, on n'arrive pas à dire à la Auxerre, on est chez nous, il y a une seule issue possible, c'est pour vous 0 points, pour nous 3 points. On n'arrive pas, on n'est pas dominant, et je pense que tactiquement, physiquement, techniquement, mais surtout mentalement, on a une équipe de bons garçons. Ce top 4 que l'on veut impérativement choper en Ligue 1, c'est maintenant qu'il se gagne. Contre Auxerre, contre Nantes, contre Le Havre, contre Angers, c'est eux qu'on doit impérativement battre. C'est pas en battant Paris qu'on pourra faire top 4. Paris, c'est 2 matchs durant l'année. Nantes, Le Havre, Toulouse, Strasbourg, c'est 3/4 de la saison. Et c'est là qu'il faut prendre les points. Et malheureusement, on perd trop de points sur des matchs largement abordables, des matchs dont l'histoire du match était pour nous, et des matchs dans lesquels on était largement, a priori en théorie, au-dessus de l'équipe d'en face. Et malheureusement, le constat est là, on perd des points bêtement, ce qui me fait dire que, à l'instant T, on a plus le profil, la tronche d'une équipe 6-7e qu'un top 4, malheureusement. Voilà en gros les gones, mon débrief du match. Si vous l'avez aimé, pensez au pouce, pensez aux commentaires, pensez à vous abonner, c'est super important, je compte sur vous les amis. Nous on se retrouve très vite pour un prochain débrief. Lille, Olympique Lyonnais, je serai au stade avec mon pote Marty, que je salue, que j'embrasse mon pote, et on fera un débrief le lendemain du match je pense, avec un petit vlog en préparation, rien que pour vous. Bref, sur ce ciao les gones, à bientôt, allez l'OL toujours évidemment.